Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pépites Vertes, l'émission qui donne la parole aux jeunes engagés professionnellement pour la transition écologique. Ici c'est toujours Claire Leclerc et je suis toujours aussi ravie de vous accueillir pour mettre en lumière des jeunes qui ont fait ce choix d'avoir un premier job qui soit aligné avec leurs valeurs. Aujourd'hui on va pouvoir parler d'un nouveau secteur, d'un nouveau type de métier qu'on n'a pas trop abordé, c'est celui de la création. Et notamment la création artistique vidéo. Et pour parler de ça, j'ai la grande chance d'accueillir Owen Barraud. Owen, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, tu as 23 ans, Ouais. tu es originaire de Lyon. Oui. Et tu as un parcours et une formation en école de commerce et aujourd'hui tu as pivoté, enfin grâce à un master quand même qui était orienté sur les industries créatives, tu as pivoté et aujourd'hui tu es indépendant et créateur indépendant, donc tu as créé ton entreprise ou ton auto-entreprise, Ouais, je sais pas. c'est ça, entreprise. Et du coup on aura l'occasion de revenir avec toi sur ton parcours et aussi sur ce que tu fais au quotidien en termes de création de contenu. Mais avant ça, on va lancer le générique qui a été réalisé d'ailleurs par une personne géniale en ma compagnie. On y va et puis ensuite on passe à la partie 1. Je sais pas si on clappe. Tu fais à chaque fois, non? Ouais. Hello, moi c'est Claire. Pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question, mais comment t'as trouvé ta voix? Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études, qu'est-ce qu'on fait après? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les Pépites Vertes. Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour bosser dans la transition, il y a une place pour vous. C'est vrai. Owen, on va commencer par la partie 1. C'est le parcours. Comme d'hab, on repart sur les bancs du lycée. T'as Ouais. 18 ans. C'est quoi le plan? T'en es où? Le plan, c'est que je suis en S, terminal S, scientifique, ça a changé maintenant, mais à l'époque c'était ça. Je savais pas trop quoi faire, j'avais déjà une petite passion pour la vidéo. C'était c'était vraiment un passe-temps pour mes vacances, j'avais fait 2-3 concours, mais ça restait assez amateur. Et donc je commençais à me renseigner, on s'y est pris assez en avance avec mes parents parce que j'ai été quand même bien épaulé. Et j'ai commencé à faire des portes ouvertes, cinéma, audiovisuel, j'ai fait des BTS audiovisuels, des choses comme ça. Et en fait ça me parlait pas du tout, c'était vachement technique et je m'y reconnaissais vraiment pas. Donc je me suis retrouvé en prépa, ça n'a aucun rapport, mais voilà, c'était un peu du coup le schéma classique, enfin on est nombreux à être passés par là. Donc prépa ECS, qui te prépare prépa école de commerce. Ouais. Pour les scientifiques quand même. Pour les scientifiques, mais en fait il y avait rien de scientifique dans les D'accord. cours. Et il n'y avait rien d'économique non plus. On D'accord. avait genre 1 heure d'éco par semaine, mais c'était facultatif, enfin ça comptait pas, on n'a pas d'épreuve d'éco. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait on prépare des matières, géopolitique, beaucoup de langues, beaucoup de maths. Et au final, une fois en école, on fait plus du tout ça. D'accord. Et c'est complètement différent. J'ai même assez aimé ma prépa, contrairement à plein de personnes qui l'ont trop mal vécu. Parce que c'est quand même hyper particulier, c'est super stressant, c'est toujours les notes, les classements et tout. Donc enfin voilà, faut être quand même assez prêt, prendre un peu de recul. Et enfin, je pense que si on est déjà anxieux de base et hyper stressé par le travail, faut y réfléchir à 2 fois, Ouais. quoi. Moi, c'était pas trop mon cas. Donc 2 ans de prépa, et puis après concours, et là école de commerce. Donc je me suis retrouvé à Kège, Bordeaux. En fait, il y a un gap énorme entre la prépa et l'école de commerce. Ok. Et en fait, en prépa, on est encore un peu des bébés, tu vois, on est vachement accompagnés. Enfin, c'est la continuité du lycée, on a des profs Ouais. qui sont derrière nous. Si on a une mauvaise note, ils sont toujours là à nous accompagner et tout. Alors qu'en école, on est vachement plus libre. Et du coup, t'as vite fait de te perdre un peu quand tu connais pas. Surtout, tu passes d'une classe de 30 personnes à des promos gigantesques Ouais. et tout. Donc, première année d'école un peu compliquée, la L3. Surtout que c'est une année qui est super générale, on fait de la finance, du droit, de l'éco, Ouais. un peu de tout, et ce qui est normal, tu vois, parce qu'on a besoin de découvrir un Ouais, peu bien sûr, l'ensemble faire les pour, introductions après, à c'est la ça. finance, introduction Mais au du coup, droit. introduction, c'est le bon mot, tu vois. Genre, c'est vraiment une introduction par matière, et je sais pas, enfin, j'ai eu un moment un peu chelou où je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais là et tout. Ouais. Et en fait, dans cette école, c'est aussi pourquoi j'avais choisi Kedge, c'est parce qu'il y avait un master qui s'appelait Management des arts et des industries créatives. Ok. Que j'ai rejoint pour ma première année de master, et là ça m'a un peu changé la vie et changé mon parcours en école, parce qu'on parlait de mode, de cinéma, de littérature, d'art vivant, d'art du spectacle, enfin de musée, et tout de suite ça me parlait de ouf parce que c'était vraiment ce que je voulais faire.
Mais ça, c'est un truc aussi, quand tu arrives en école, tu as un peu tendance à mettre de côté toutes tes passions et tout ce que tu fais à l'extérieur et de rentrer dans un espèce de schéma, un moule bien carré, alors que on nous apprend en école à sortir du cadre tout le temps, parce qu'en fait, on crée des monstres, on crée des machines, genre... Mais la prépa, c'est le truc le plus formateur au monde, tu vois. Ou si ta disserte de philo, elle est pas faite de telle manière, ça passe pas, tout est hyper cadré. On a des épreuves, genre des contractions de texte, où en fait t'as un texte qui fait 15 pages et tu dois faire un résumé en 300 mots, plus ou moins 5%, donc à la virgule près, genre c'est assez particulier. Donc on arrive en école, on est tous hyper cadrés, hyper sérieux, et en fait on a tendance à rester un peu dans le moule, quoi. Donc ça, c'est un truc qui est assez important, je pense, de garder ses passions à côté et de pas perdre de vue aussi ses objectifs. En sortant d'école de commerce, j'étais pas trop censé faire de la vidéo. Non. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Dans quelle mesure y a eu une évolution linéaire ou non quant à ta conscience écologique ? Genre, est-ce que pendant ta formation, par exemple, il y avait des cours où tu as eu des petits déclics Ça, c'est assez cool parce qu'en école, il y a de plus en plus de cours vachement orientés ESS, environnement et tout. Sauf que moi, comme j'avais rejoint le master art et industrie créative, j'en avais pas. Mais c'est pas parce qu'on va en école de commerce qu'on va devenir un gros capitaliste et travailler en finance, quoi. Il y a plein d'autres voies possibles. J'ai pas eu de déclic où genre il y a un truc qui m'a fait dire wow, maintenant je vais m'engager. Petit complexe de non-déclic, tu vois, où genre un peu le coup de génie où tu te réveilles et tu te dis hier j'ai lu un livre, d'un coup je suis devenu végétarien et tout, genre tous mes potes qui me disent ça, je suis genre ok. Mais en fait en y réfléchissant, je pense que c'est un truc un peu latent. Enfin, je pense que j'ai vachement été éduqué comme ça. Déjà, le fait de. Enfin, tu dis Lyon, mais en fait, j'ai grandi à HZ-Azer, qui est dans le Beaujolais, juste à côté de Lyon. Et je pense que j'ai été vachement éduqué. Je sais pas, il y avait une vraie proximité avec la nature. Genre, on avait un jardin, potager. Je sais pas, avec ma grand-mère, on plantait des trucs tout le temps dans le jardin, des tomates, des machins. Genre, quand j'étais petit, j'avais une petite brouette là avec mes bottes et j'allais ramasser les tomates et tout. Genre, je pense que ça paraît un peu naïf et un peu bête, mais je pense que mine de rien, ça m'a quand même vachement sensibilisé à ça très jeune. Un des paliers a été l'année que j'ai passée à Montréal, où là, ils sont tellement en avance sur plein de sujets qu'au niveau de l'alimentation, je sais que ça m'a fait vachement évoluer sur le zéro déchet et tout. Mais voilà, il y a un peu des gaps, mais il n'y a pas eu un déclic qui m'est tombé dessus du jour au lendemain là-dessus. C'est bien, ça permet de désacraliser, c'est clair, c'est ok si vous n'avez pas le déclic le matin en vous réveillant, en regardant le film de Cyril Dion. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça peut être évolutif et c'est très cool comme ça. Bon, merci pour tout ce retour sur ton parcours. Maintenant, on a envie de savoir en quoi consiste ton métier de pépite verte. Et du coup, je propose qu'on fasse un clap un peu moins raté que le premier. Okay. Vous savez, moi je suis à peu près passionnée par la création de contenu, par les médias, par l'audiovisuel. Je pense personnellement que c'est une grande force pour réveiller et activer les gens en général. De ton côté, pourquoi est-ce que tu as choisi le secteur de la vidéo et dans quelle mesure tu as l'impression que ça peut créer pour le coup des clics peut-être chez d'autres gens ? Alors pourquoi je l'ai choisi, ça je vais pas avoir de réponse claire ou précise. Pareil, j'ai pas eu de déclic, j'ai pas eu un film au cinéma, je me suis dit je veux faire de la vidéo. Mais je pense que j'ai toujours eu cette passion un peu pour l'image de manière générale, l'image et les histoires. Je sais pas, toute cette magie un peu de l'image et de la création de contenu et tout. Et je suis persuadé que cette image justement elle a un pouvoir énorme. Et qu'elle est nécessaire, comme tu dis, pour faire changer les mentalités, pour réveiller et tout. Enfin là, quand on regarde les luttes et tout ce qui se passe en ce moment, si on sort un peu des pépites vertes et qu'on va plus dans le social, et qu'on regarde les droits des personnes trans, de la dysphorie de genre, ça fait un moment que les militants en parlent en manif et de partout. Et c'est des documentaires qui ont fait changer les mentalités. Tu regardes Petite Fille récemment, il y a eu Disclosure avant sur Netflix, où là en fait on prend l'image, on fait parler des personnes concernées et c'est avec la créativité, la création, avec cette image qu'on va réveiller les consciences. Tu vois, Black Lives Matter, pareil, si tout le monde en parle, c'est parce qu'il y a eu des vidéos tournées de scènes ultra choquantes. Enfin là on est dans autre chose parce qu'on n'est pas sur la création de contenu évidemment, mais c'est ce truc de dire quand il y a de l'image, je pense que ça parle vachement plus et que c'est super fort et que une photo, une vidéo, une histoire, quand je dis image c'est pas forcément visuel, tu vois, ça peut être audio ou quoi. Mais je pense que c'est super important. Et ce que tu disais, c'est que avant qu'on rentre vraiment dans ton travail, quand tu as un client et que tu dois designer une idée créative, t'aimes bien
aller chercher des inspirations, pas forcément dans des choses déjà très militantes, mais plutôt dans des choses un peu mainstream, voire polluantes, parce que c'est des choses qui ont marché jusque-là. Ouais, plutôt. Je sais que mes inspi, je vais souvent les chercher pas mal du côté du luxe. Ok. Même si c'est pas ouf, parce que quand un client vient avec un budget de 1000 € et que moi je lui montre une pub Hermès, genre regardez ce qu'on va faire et tout, c'est pas du tout crédible. Mais en vrai, le luxe, la mode, en termes de communication, font des trucs de ouf. Ouais. Et c'est des industries qui sont pas... Enfin, regarde H&M par exemple, qui doit être l'entreprise de fast fashion la plus polluante au monde, se gêne pas de faire des campagnes incroyables où elle va faire venir des célébrités, elle va faire venir des directeurs artistiques de ouf, des réalisateurs de ouf. Ils ont fait des trucs avec Wes Anderson et tout. Ouais. Alors évidemment, il y a du budget, tu vois. Genre, on parle pas d'une petite entreprise ou d'une petite asso de SS et tout. Mais je pense qu'ils se gênent pas pour mettre le paquet et y aller, et il y a vraiment zéro complexe, j'ai l'impression. Et même H&M qui va venir dire venez recycler vos vêtements, enfin genre MDR, enfin je sais pas, il y a une espèce de non-complexe, je trouve, de ces boîtes-là, qu'on a un peu plus en ESS ou dans les métiers de la transition et tout, même si ça change énormément et que je trouve que on a été timide pendant assez longtemps, et que là on commence à avoir des histoires hyper inspirantes. On a plein de personnalités, de personnages qui sortent un peu du lot et qui commencent à raconter des histoires trop cool et qui embarquent avec eux tellement de personnes. Et je pense qu'il faut de ouf continuer dans cette voie-là, tu vois, parce qu'avec des belles images, des belles vidéos, si on prend tous ces codes qui fonctionnent en fait de l'industrie polluante, comme tu dis, et qu'on l'applique de notre côté, tout en produisant de manière responsable et tout, parce que c'est pas tout de faire une belle pub, faut voir aussi ce que ça implique en termes de production. Si on part en Afrique du Sud, tu vois, pour tourner un spot publicitaire et qu'on fait venir 15 personnes en avion, c'est là où il faut réfléchir un peu à tout ça. Mais je pense que c'est possible de faire rêver et de vendre du rêve, même si on n'a pas forcément les moyens ou... avec qui tu travailles? Tu travailles avec des assos? Est-ce que tu travailles avec des entreprises? Comment tu choisis tes clients? Ou est-ce que c'est tes clients qui te choisissent? J'ai trop de chance parce que c'est mes clients qui me choisissent. Et tous mes clients sont super engagés. Ça, c'est aussi parce que j'ai commencé à travailler avec Change Now et que ça a été un énorme réseau et un énorme bouche à oreille d'entreprises ultra responsables et d'assos super engagés et tout. Donc je travaille avec des entreprises, des assos, des musées, c'est ça en fait. Ok. Et qui sont toutes super engagées. Donc on imagine on a des pépites vertes qui nous regardent, elles sont porteurs ou porteuses de projets et elles se disent il faut absolument que je fasse une vidéo mais je sais pas comment faire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le processus de la création d'une vidéo? Genre, je sais pas, j'imagine au début il faut avoir un objectif, savoir pourquoi tu veux créer cette vidéo, non? Ouais. En vrai, moi je suis un super mauvais exemple pour ça parce que je vais pas te sortir un process tout fait, établi et tout. Genre, il faut faire un script, il faut faire avoir une idée, une target et tout. Certes, il y a des étapes et il faut savoir un peu où tu vas et tout, mais je pense qu'il faut aussi dédramatiser un peu le truc et se dire j'ai une idée. J'ai pas forcément de matos, j'ai pas forcément de moyens, je sais pas trop monter, mais vas-y, je teste et je fonce quoi. Genre, un peu comme t'as fait avec les pépites vertes au début, tu vois. Tu trouves que c'est pas professionnel? Bah si, maintenant c'est super pro, mais au début c'était un peu... Non mais tu vois, de se dire... je sais pas, je pense qu'il faut vachement dédramatiser le truc. Certes, il y a plein de créas qui sont hyper pros dans leur domaine et c'est super cool de faire appel à eux. Quand on veut aller loin, mais solo avec peu de moyens, on a aussi moyen d'y aller quoi, et de faire des belles créations de contenu. D'accord. Et du coup, si j'adore cette question, mais je sais que je vais me faire bâcher, si t'avais une journée type ou une semaine type, ça consiste en quoi? Alors évidemment, il n'y a pas de journée type parce que toutes les journées sont différentes. Mais imaginons on prend un client type. Par exemple, il y a pas longtemps, je travaillais pour les Petits Bidons. Parce qu'ils lançaient un nouveau produit, une lessive en poudre, évidemment responsable dans un pack 100% carton. Et donc ils sont venus en me disant on va lancer ce produit dans quelques mois et on aimerait avoir une campagne vidéo pour les réseaux qui fassent acheter le produit, qui vendent les arguments, etc. Enfin là il y avait un cahier des charges hyper précis avec des points à respecter, il faut qu'on dise ça, ça, ça. Ils avaient une idée de script et après c'est un travail qui se fait ensemble. Donc il y a une première phase où on rencontre le client. On prend ce qu'on appelle la phase de brief où le client te fait un brief,
Dans le brief, on parle de budget, on parle de deadline, et on parle d'envie créative. Enfin, là, c'est là où on fait un peu la liste de toutes les choses que la vidéo doit retracer. Les canaux sur lesquels ils vont être diffusés. Ouais, aussi. Les quand formats. Quand le brief est précis aussi. Ça, c'est des choses dont on peut parler au brief aussi. C'est vraiment le cahier des charges de la vidéo, quoi. Donc moi je repars de ça avec moi et là c'est mettre en place les prochaines étapes, faire le rétro-planning, etc. Et surtout mettre une équipe en place parce qu'en fait pour l'instant j'ai créé mon entreprise mais j'ai pas de salariés, donc à chaque fois je travaille avec des freelances en fonction des projets. Ouais. Donc là par exemple c'est ok, de quoi je vais avoir besoin, de quelles ressources je vais avoir besoin. Il va me falloir un studio à louer, il va me falloir du matériel vidéo à louer, il va me falloir un réalisateur, une réalisatrice. Peut-être des assistants, peut-être des personnes qui vont m'aider à la production. Et puis après, pour toute la post-prod, il va falloir quelqu'un pour monter, quelqu'un pour faire du motion design. Enfin, c'est de faire la liste un peu de toutes les ressources dont on va avoir besoin, les trouver, les identifier. Ouais. Ça, c'est pas facile. Enfin, c'est une fois qu'on a son réseau, c'est une énorme richesse, vraiment d'avoir des personnes avec qui on a confiance, qui travaillent super bien et tout. Et puis voilà, et après, c'est pré-prod, donc toute la préparation du shoot. Le shoot et toute la phase de post-production où là ça va être on va proposer une V1, une première version au client, il va nous faire ses retours et là il y a une phase un peu d'aller-retour, il y en a 2-3 normalement quand tout va bien et puis après le produit fini est envoyé au client et le client diffuse sur tous ses réseaux. Ok, ah mais c'est clair. C'est tu très vois, clair. ça existe, les journées type. Bon, j'imagine que tu fais pas ça en une journée quand même, mais... Non, là ça a pris plusieurs mois, mais parfois on va arriver juste au milieu de cette chaîne, tu vois, où en fait toute la pré-prod aura déjà été faite, ils ont leur concept bien précis, ils ont juste besoin de quelqu'un pour filmer et monter. Parfois c'est juste du montage, enfin voilà, après on s'adapte en fonction des besoins, quoi. Ok, merci beaucoup. J'ai envie un peu d'enchaîner sur la partie 3 parce qu'en fait t'as 23 ans et t'es indépendant sur cette entreprise que t'as créée. C'est jeune, bravo. On parle d'argent du coup on peut on adore l'argent. Ok, cool. On passe à partie 3 et on va carrément faire une partie 3 money, tu vois. Ok. Partie 3, vous le savez, je suis vraiment passionnée par l'argent, c'est mon côté capitaliste un peu enfoui. Non, surtout, je pense que c'est très important de parler d'argent, de parler de rémunération à notre âge parce que c'est tabou et il n'y a pas de raison. Ce que j'aimerais commencer en première question, c'est rappeler que toi, tu t'es lancé il y a à peu près un an en indépendant. Et donc, ton rapport à la rémunération de ton travail en un an, comment est-ce que ça a évolué ? Énormément, ça a énormément changé. En fait, je suis sorti du coup d'école de commerce, j'avais jamais facturé une vidéo. Je savais pas du tout comment on faisait, je savais pas du tout combien il fallait que je facture, si je fallait que je fasse à la journée, au projet ou quoi. Donc là, j'ai un peu regardé sur internet. En fait, j'avais aussi un peu travaillé en agence, donc j'avais vu à peu près les tarifs des freelances, mais ça me paraissait énorme et je me disais, je pourrais jamais proposer ça, genre petit syndrome de l'imposteur qui s'est installé dès la sortie en école. Et là, mon premier client qui était Change Now, tu m'as écrit en me disant ouais, du coup, c'est quoi tes budgets et tout. Et là, panique, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais, combien je dis, est-ce que ça va être trop, est-ce que je vais perdre le client, enfin comment je vais faire, est-ce qu'elle va mal le prendre, est-ce qu'elle va me dire mais tu te prends pour qui à me proposer ces tarifs alors que t'as rien fait et tout. Et pour être hyper transparent, je t'ai proposé 200 € par jour et tu m'as dit ok en 3 secondes et je me suis dit wow, comment j'ai réussi à faire passer ça, ça me paraissait énorme. Et j'étais là à me dire putain mais 200 € par jour mais c'est bon, mais je suis riche et tout, je vais pouvoir bosser 5 jours par semaine et c'est fini, 5 jours par semaine, 5 jours par mois et c'est fini et tout. En fait après je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs genre l'URSSAF, la mutuelle, les charges, les impôts et tout, en fait il me restait 50% et si je faisais 200 par jour il me restait rien à la fin du mois, que j'allais aussi devoir payer des freelances, des droits pour les musiques et tout, enfin bref c'est pas aussi simple que ça. Donc j'ai commencé en fait assez bas, même si ça me paraissait énorme et en très peu de temps j'ai un peu plus que doubler le tarif et ce qui est pas grave, genre c'est vraiment ok d'augmenter ses tarifs je pense. Après c'est si vous avez des clients fidèles ou réguliers qui reviennent, il va falloir un peu justifier cette hausse de tarif, tu vois, c'est pas le coup d'envoyer une facture le lendemain de 3 fois plus cher parce que là les clients vont péter un boulon, ils vont rien comprendre. Mais il n'y a pas de honte ou de complexe à augmenter, tu vois, et si c'est trop cher pour le client et si c'est plus ce qu'il recherche, tant pis, il y en aura d'autres. Et voilà, je pense qu'il n'y a vraiment pas de honte. En fait, il faut vraiment distinguer
un travail indépendant qu'un travail salarié, tu vois. Quand on facture 500, 600, 700 euros une journée, ça paraît énorme. On se dit, mais en fait, 2 jours, ça fait un mois de travail. Alors que non, c'est pas du tout la même chose. C'est pas pareil. Et les entreprises sont prêtes à payer des factures beaucoup plus élevées quand ils prennent des gens en externe, des prestats en freelance et tout, qu'un salarié. Et il y a un autre angle aussi, c'est que toi, tu aimes bien, tu as vocation à travailler pour des entreprises ou des associations engagées. Ouais. Comment tu fais pour qui ont moins de budget du coup comment tu fais quand quelqu'un t'approche, te dit vraiment j'ai un petit budget, pour te dire bah ouais, t'as un petit budget mais moi je dois vivre. Comment tu réagis? C'est un gros sujet parce qu'en fait, comme on bosse pour des petites boîtes qui sont trop cool et qui ont trop envie de changer le monde et qui sont pleines de bonne volonté et qui peut-être n'ont pas beaucoup de budget au début et tout, on a vite tendance de vouloir faire des prix d'amis à tout le monde et en fait au final il te reste plus rien et tu bosses bénévolement pendant des jours et à la fin quand t'as payé tous tes freelances, bah t'as plus rien pour toi et c'est assez compliqué et il faut se dire que bah, c'est aussi ton métier et que tu bosses pas gratuitement. Enfin, bosser gratuitement c'est du bénévolat, c'est du militantisme, c'est autre chose, c'est pas un travail. Le travail c'est censé être rémunéré mais enfin, ça c'est tout un chemin de pensée et tout, d'acceptation et tout qui se fait pas en 2 jours, mais c'est normal de se faire payer et on peut faire des prix, on peut s'arranger, on a toujours moyen de trouver des solutions, mais plutôt que de dire ok vous avez tant de budget, ça va rentrer, je vais tout faire pour que ça rentre, bah plutôt d'essayer de voir avec le client, avec tel budget, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ben c'est peut-être on va faire un truc un peu moins produit, on va peut-être faire ça, on va trouver un appart parmi le tien, le mien, plutôt que de faire ça en studio, on va enregistrer nos voix off plutôt que d'aller dans un studio, enfin c'est de trouver des manières de rentrer dans le budget sans que ça te pèse trop toi sur tes finances. Et l'autre truc, c'est je pense qu'il faut bien distinguer ce qu'on fait bénévolement et ce qu'on fait pour le travail et je pense qu'il y a une vraie limite entre les deux que j'ai réussi à instaurer maintenant. Genre de la production de contenu j'en ai fait pour des assos gratuitement mais c'est soit c'est des assos qui m'ont abordé, soit c'est moi qui les ai approchés, mais dès le départ c'était clair que c'était un travail bénévole parce que j'étais hyper raccord avec l'asso, que genre les valeurs étaient les mêmes etc et que j'avais envie de faire ce projet là gratuitement. Mais quand c'est une entreprise qui t'approche je pense qu'il faut bien distinguer les deux. Pas se dire ok bon on s'arrange, je te fais un truc vraiment, allez vas-y 200 €, je te fais ta vidéo et tout, parce qu'on est dans une espèce de situation un peu non dite de service d'un côté et de l'autre, mais en fait toi une fois que tu auras payé tes charges et tout il te restera plus rien, mais sauf qu'en face le client t'aura payé donc il aura quand même l'impression qu'il t'a fait une petite faveur, du coup je sais pas, une espèce de rapport un peu bizarre qui s'installe. Donc je pense qu'il faut vraiment faire soit l'un soit l'autre quoi. Soit ok c'est bon garde tes 200 €, je te le fais bénévolement, ça me fait trop plaisir parce que j'adore ton asso et ok, soit on se fait une vraie facture et dans ce cas là c'est du 10 travail 000 balles. et là c'est 10 000 direct quoi. mais voilà il y a un entre deux un peu on a eu chaud parce qu'un peu plus et j'avais un générique à 10 000 € quoi. Bah c'est ça. Ok. Lave-le au prochain. Aujourd'hui est-ce que tu es satisfait de ton niveau de rémunération? Je suis satisfait parce que je vis encore chez mes parents, donc c'est quasiment de l'argent de poche. Mais là, je suis en train de voler tes professionnels. Je vais pas y arriver. Oh damn. Allez Claire. Désolée Claire quand tu regardes ça. Désolée Claire. C'était moi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfait de ton niveau de rémunération? Aujourd'hui, en vrai, je suis satisfait parce que je suis encore chez mes parents, donc c'est assez facile de se satisfaire de pas grand-chose. Mais là, je suis en train de partir et de voler de mes propres ailes et ça va peut-être plus être suffisant. Parce que là, j'arrive depuis septembre à peu près à me rémunérer net avec un gros SMIC, un vrai SMIC. Mais en même temps, je travaille pas tout le temps, c'est-à-dire que j'ai un emploi du temps qui reste quand même encore assez léger. Et ça c'est trop cool, c'est un luxe énorme parce que du coup j'ai du temps pour plein d'autres choses dont des projets créatifs plus personnels ou des choses comme ça, mais c'est cool de savoir que j'ai aussi cette possibilité de gagner plus et d'aller plus loin si là je vais devoir payer un loyer etc. Donc en étant entre guillemets à ton compte tu peux quand même choisir ton emploi du temps et du coup, tu dis que tu travailles moins. Est-ce que tu peux donner un ordre d'idée, genre en termes de jours? C'est tellement variable. En fait, c'est trop bizarre parce qu'il y a des périodes où il va y avoir un gros rush et là, je vais travailler à fond tous les jours. Et il y a des périodes, genre là, ça fait
un mois où je travaille 1 heure par jour. Ok. Ou 2 heures par jour. J'ai un peu la honte de dire ça, mais c'est tellement cool. Ouais. Bah, c'est bien aussi parce que du coup, si on peut finir un peu sur ce sujet-là, tu vois, t'as honte de dire que tu travailles pas beaucoup, donc on est quand même dans une société qui... Genre, c'est un peu comme le rapport au chômage, je pense, quand t'es au chômage, t'oses pas le dire, et puis les gens sont là, ah ouais, du coup, tu fais que du Netflix, alors que pas forcément. Donc, il y a, je pense aussi, ce sujet-là à désacraliser. Le temps de travail n'est pas la valeur de votre personne. Ouais, surtout que ça donne du temps pour faire plein d'autres projets, quoi, genre s'engager dans des assos et tout. Ça, quand on a un temps plein, c'est pas évident, quoi. Donc, trop bien. Bon, ben, merci pour ça. On arrive à la dernière partie, enfin, le dernier insight de Pépites Vertes. Le conseil ou les conseils que tu donnerais. D'abord au Owen de 18 ans, tu y vas et tu lui dis un secret. C'est quoi? Et puis peut-être un peu plus largement aux Pépites Vertes qui sont intéressés par la création de contenu, qui se posent des questions sur se lancer en indépendant. J'ai 2 conseils pour le petit Owen, qui seront un peu les mêmes conseils que pour les autres, je pense. Mais déjà, c'est genre, tu es légitime dans tout ce... Enfin, pas tout ce que tu vas faire, mais dans la voie que tu prends, t'es légitime de faire ce que tu fais. Parce qu'en sortant d'école de commerce, genre ça fait hyper privilégié de dire ça, genre je sors d'école de commerce et je me sens pas légitime, mais genre sortir d'école de commerce et commencer à faire de la vidéo, en fait, non, enfin c'est pas mon métier. Il y a des gens qui ont fait des études de cinéma, des BTS audiovisuels, enfin des trucs de ouf, qui ont une technique de malade, et genre moi je débarque et genre je connais pas ça, tu vois, donc en fait c'est pas parce que t'as pas fait une école, c'est pas parce que t'as pas une formation dans ce milieu-là que tu peux pas être autodidacte et que tu peux pas apprendre sur le terrain, et genre ça c'est un autre truc à désacraliser de ouf, tu vois. C'est en fait, tu peux sortir d'une formation qui est pas celle dans laquelle tu vas travailler, et il y a des ponts et c'est possible. Donc t'es légitime de faire ce que tu vas faire. Et le deuxième, je pense, c'est de pas trop écouter les autres. Genre, écoute quelques personnes, mais pas trop non plus. Et fais un peu le tri dans ce que t'écoutes, et les personnes qui te conseillent vraiment, ou les personnes qui te donnent des conseils mais qui en fait sont des peurs un peu genre à l'intérieur de elles-mêmes. Genre quand j'ai fini mon école, j'ai pas fait de stage de fin d'études, je suis parti directement lancer mon truc, et j'ai plein de gens qui me disaient mais comment tu vas faire, t'as pas fait de stage de fin d'études, mais sur ton CV tu vas mettre quoi, alors que j'avais déjà 2 stages, genre des gros stages dans des belles boîtes et tout. J'avais fait 6 mois chez Hermès, 6 mois en agence, enfin genre ça va, tu vois, mon CV était pas vide, et puis même s'il était vide, la ligne création d'entreprise, c'est cool, tu vois, c'est un truc à exploiter en entretien et partout qui est super bien. Donc là vraiment, si j'avais écouté les gens autour de moi, certaines personnes autour de moi, je serais parti faire un stage dans une grosse boîte et j'aurais continué classique, quoi. Et ce qui est très bien aussi si c'est ce que tu as envie de faire, mais moi c'est pas ce dont j'avais envie. Donc pas trop écouter les conseils, je crois. Bah, c'est vrai que ça marche pour bébé Owen et peut-être pour les pépites qui nous écoutent. Donc merci pour ça, Owen, merci pour ce feu qui s'est éteint, mais pas dans nos cœurs. Est-ce que j'assume? Est-ce que je vais couper? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Merci encore à vous de continuer à regarder ces vidéos. N'oubliez pas l'appel à pépites, puisque si vous êtes vous-même une pépite ou si vous connaissez des pépites, on peut vous mettre en lumière sur lespépitesvertes.fr ou dans les vidéos comme c'est le cas là. Et puis, donnez-nous du love, mettez des pouces bleus, des commentaires parce que c'est bon pour les algorithmes, allez nous suivre sur Insta et sur LinkedIn, et puis continuez à vous engager dans vos carrières, même si je sais la période est bien compliquée, mais on est là pour vous envoyer de l'optimisme et de l'espoir. Oui. C'est bon, on y va? Salut. Salut.